Nous sommes à l'aube d'une révolution sans précédent. Ah, je savais que j'aurais dû en acheter il y a 5 ans. C'est pas utilisé par les criminels, ça? L'impact environnemental est loin d'être négligeable. On prépare une ICO qui va tout révolutionner. Ça va jamais marcher en fait. 21 millions. Bienvenue dans 21 millions, l'émission Crypto-Pédago qui vous explique simplement les crypto-monnaies et la blockchain. Je suis Grégory Raymond, crypto-journaliste pour le magazine Capital. Aujourd'hui, je reçois Cyril Paglino, un entrepreneur français aux nombreuses vies, qui a été vice-champion du monde de breakdance, finaliste de l'émission Secret Story et désormais investisseur à succès dans la crypto-économie. Il est à la tête de StarChain Capital, un fonds d'investissement présent aux États-Unis et en Europe, qui s'attend à lever 50 millions cette année. Il dispose de quelques stars dans son portefeuille. Vous connaissez Coinbase, l'une des plateformes les plus populaires pour acheter et vendre des bitcoins ? Eh bien, StarChain en est actionnaire depuis l'an dernier. Derrière ce trophée que représente Coinbase se cachent des investissements dans un peu moins de 10 startups, parfois plus confidentielles, mais très disruptives. À seulement 32 ans, Cyril Paglino mène sa barque avec assurance, persuadé d'assister à l'un des plus grands transferts de richesse de notre histoire grâce à cette économie émergente. Bonjour Cyril Paglino, bienvenue dans 21 millions. Bonjour Grégory. Alors, je suis ravi de vous recevoir car dans 21 millions, on aime les profils atypiques. Alors aujourd'hui, vous vous présentez devant nous comme le patron du fonds d'investissement StarChain Capital. Mais avant d'avoir été actionnaire du géant Coinbase, vous avez eu une autre vie. Alors j'imagine qu'on doit souvent vous le demander, mais est-ce que vous pourriez une dernière fois nous raconter votre première vie ? Bien sûr, avec grand plaisir. J'ai 32 ans aujourd'hui, je suis né en banlieue parisienne, à Paris. J'ai fait beaucoup de sport pendant une dizaine d'années. Quelque chose d'assez peu commun qui s'appelle le breakdance, la danse hip-hop. Donc j'ai fait ça à haut niveau jusqu'à mes 21 ans. J'ai été champion de France et vice-champion du monde en équipe avec mes amis. Tour du monde, 65 pays, beaucoup de plaisir. Du coup, j'ai arrêté l'école très jeune, quasiment un peu avant mes 16 ans, donc assez jeune. Et ensuite, après mes 21 ans et cette carrière de danseur de quelques années, je me suis mis à commencer à m'intéresser à Internet. J'étais avant consommateur du web. J'étais très jeune sur Friendster, MySpace, Skype, parce que comme je faisais un peu le tour du monde, j'avais besoin de rester en contact avec mes amis et ma famille. Donc très connecté dans les cybercafés du monde entier. Et quand je suis rentré en France à 21 ans, je me suis posé la question de la suite de ma vie professionnelle. À 21 ans, c'est toujours un petit peu jeune en plus, donc on a pas mal d'options. Et comme j'étais très à l'aise avec l'ordinateur, j'avais commencé à apprendre un tout petit peu à coder en HTML et en C. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un sujet où je pourrais monter une boîte sur Internet ? Et donc j'ai commencé à faire ça, et puis de là, j'ai monté des sociétés sur Internet. En France d'abord, puis aux États-Unis, plutôt dans le monde du consumer, donc pas du tout lié à la blockchain et aux cryptos. Et tout doucement, en 2013-2014, je me suis intéressé au Bitcoin. Et puis après, j'ai tout doucement creusé le sujet. Et une fois qu'on tombe un peu dans le trou du lapin, on va dire, de la blockchain et de Bitcoin et de la philosophie qu'il y a derrière, on devient souvent passionné, ça a été mon cas. Et puis depuis quelques années maintenant, c'est mon activité à plein temps. Voilà. D'accord. On aura le temps d'en parler un peu plus précisément après. Mais je crois que vous êtes passé par une émission de télé-réalité aussi. Exactement. C'est vrai que j'en souviens pas beaucoup et j'en parle assez peu. Mais oui, complètement. Quand j'avais 21 ans, justement, quand je suis rentré en France, une émission sur TF1 de télé-réalité qui a duré 2 mois et demi. Qui a été un tout petit peu mon retour en Europe parce que j'étais à l'étranger depuis quelques années. J'ai fait l'émission et j'ai gagné un peu d'argent déjà, net d'impôts parce que c'est du jeu, donc c'est génial. Et j'ai monté ma première boîte avec en 2009, donc il y a 10 ans pile. Voilà. Donc cette émission m'a permis de financer mes premiers déboires d'entrepreneur parce que les premières boîtes étaient un peu ratées, effectivement. C'est incroyable, quoi. Donc moi j'allais vous demander, est-ce que ça vous a ouvert des portes, cette émission ? A priori oui, parce que ça vous a donné le capital de départ. Exactement, déjà un peu de capital, à plusieurs... Alors c'était assez particulier, des fois ça pouvait desservir sur des rendez-vous B2B au début quand j'allais voir des agences médias ou des clients, des annonceurs qui étaient mes premiers clients sur mes premières boîtes. Ça pouvait au début desservir parce qu'on se disait, bon, c'est qui ce petit rigolo de 22-23 ans qui veut nous voir, qui sort de la télé. Mais à l'inverse, ça donnait quand même des introductions, des rendez-vous, et au moins, même si c'était pas forcément glorifiant, ça me donnait un accès à ces rendez-vous. Donc il fallait ensuite prouver dans les rendez-vous et dans le contenu que j'avais un petit peu de jugeote et un produit qui était pas si mauvais, mais ça a servi au moins aux introductions. D'accord. L'émission, c'était Secret Story, hein, c'est ça ? Exactement, c'est ça, ouais. Et votre secret, c'était quoi ? Il est champion de danse, ce qui était vrai pour le coup. C'est souvent des secrets un peu incongrus, et moi, c'était assez collé à la réalité, donc j'ai accepté de le faire, voilà. D'accord. Alors, je voudrais qu'on parle un peu de Tribe. Alors, pour situer, Tribe, c'est bien comme ça qu'on dit, c'est Tribe ? Ouais, complètement. Alors, c'est une start-up que vous avez fondée en 2005 en arrivant dans la Silicon Valley. 2015, pardon. Pardon, 2015, excusez-moi. Un peu à la manière du FaceTime d'Apple, ça permettait de passer des appels en vidéo depuis une application.
À l'époque, vous aviez levé 10 millions d'euros, je crois, auprès de fonds de tout premier plan comme Sequoia ou les Français Partech ou Kima Ventures de Xavier Niel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça ne marche pas ? Ouais, on a commencé en 2015 à Paris, un premier tour de financement avec Partech, effectivement, avec Kima Ventures et quelques angels français qui ont été super et incroyable de nous accompagner sur un modèle si friable, parce que faire du social media, une application consumer en France, c'est pas forcément ce qu'on pourrait financer en premier, c'est plutôt très américain. Si on regarde toutes les grosses unicornes du monde social, donc les licornes, les on va licornes, essayer d'éviter les anglicismes, je sais que c'est compliqué. Mais... On va le faire. Les grosses licornes, il y en a quelques-unes en Europe, Spotify, Shazam était européen aussi, Skype. Encore une fois, excusez-moi de vous couper, mais les licornes, pour ceux qui ne savent pas, sont les sociétés non cotées qui sont valorisées à au moins $1 milliard. Exactement. Et les plus grosses qu'on connaît aujourd'hui, Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram et autres, sont plutôt américaines. Alors évidemment, il y a toute la partie chinoise, mais qu'on connaît moins sur l'Occident. Mais toutes les grosses licornes qu'on utilise au quotidien sont souvent américaines. Et donc sur ce marché du consumer, donc de B2C mobile, on se disait qu'il fallait très vite aller aux États-Unis. Donc on est parti début 2015, dès qu'on a levé un peu d'argent en France, aux États-Unis avec mon équipe, Laurent, Thiago et Nicolas, mes premiers ingénieurs et associés. Et on s'est installé à San Francisco sans aucun réseau, en connaissant personne. Et on y a passé 4 ans fabuleux, où on a réussi à faire évoluer le produit, à lever de l'argent effectivement avec Sequoia Capital, avec Kleiner Perkins, Cofield & Byers, donc KPCB, qui est le fonds qui a entre autres financé Amazon, Waze, Google et beaucoup d'autres, Twitter, Snapchat aussi. Donc beaucoup d'apprentissage et le produit a évolué et on s'est retrouvé il y a à peu près 1 an avec l'option soit de vendre la boîte, soit d'arrêter. D'arrêter pourquoi ? Parce que Apple nous a demandé de sortir du store. Je dis ça poliment en disant de demander. Ils nous ont à peu près viré de l'App Store. Il faut imaginer quand on fait une application vidéo ou une application tout court sur mobile, Apple, c'est votre plus gros réseau de distribution. Et donc quand Apple vous dit Cyril et Tribe, vous n'êtes plus compliant avec les règles de sécurité et les règles de vie de l'Apple Store, techniquement on perd son seul réseau de distribution. Donc ça devient compliqué. C'est ce qui nous est arrivé l'an dernier, pour la simple et bonne raison, et je vais la faire très courte, que nous étions une application de vidéo en ligne, effectivement, donc de FaceTime de groupe avec des jeux à l'intérieur. Donc en gros, vous pouviez FaceTimer vos 5, 6, 7 copains ou votre famille, chacun dans des pays différents du monde, et jouer à des jeux comme les échecs, un blind test, Mario, etc. Et Apple nous a dit, comme vous avez plusieurs jeux au sein de la plateforme, vous êtes un App Store de jeux, et vous êtes un concurrent de l'App Store. Ce qui est assez incongru et à mon sens stupide. Messenger propose des jeux, Roblox, qui est une plateforme de vidéo et de jeux, était comme nous à plus grosse échelle, mais ces boîtes-là qui étaient plus solides que nous n'ont pas été embêtées, et nous on s'est fait un tout petit peu dégager du store. Et donc à ce moment-là, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on arrête l'aventure parce qu'on n'a plus de solution ? La croissance n'était pas vraiment au rendez-vous, on avait quelques millions d'users, mais on n'arrivait pas à aller à la prochaine étape. Et deux, Apple nous déréférence. Et donc là, on a essayé de se faire acquérir par différentes boîtes de la vallée. On a failli vendre la boîte à un gros géant, un des 5 gros américains. Et après un mois de due diligence et d'accord oral et quasiment en papier, le deal est tombé à l'eau quelques jours avant la signature. Donc c'était un gros coup dur pour toute l'équipe et moi-même. On était 15 personnes quand même en Californie, que des Français. Certains ont bougé leur famille, etc. Donc après quelques années là-bas, on était vraiment installés. On voulait y rester tous ensemble. Malheureusement, l'acquisition ne s'est pas passée et donc on a dû arrêter le projet. Et donc c'était la fin de Tribe il y a 1 an et demi. Voilà. Du coup, cette expérience avec Apple, pardon, c'est intéressant parce que c'est un acteur centralisateur et du coup, on comprend un petit peu votre envie d'aller titiller ce type d'acteur grâce à la décentralisation. Exactement, ça a été un des moteurs. Déjà au début de Tribe, je me disais que mon prochain projet allait être décentralisé ou du moins relayé à la blockchain. Je pensais pas que j'allais devenir investisseur, mais je pensais plutôt que j'allais remonter un projet sur ce sujet. J'avais d'ailleurs plein d'idées avec mon équipe et on faisait des petits POC à l'époque. Donc des POC, des Proof of Concept, des expérimentations. Exactement, des petites expérimentations de quelques semaines sur un produit où on développe un petit bêta produit et on voit si ça marche ou pas. Et effectivement, on l'a fait plusieurs fois et du coup, on n'a pas continué. Je suis devenu du coup investisseur via StarChain Capital, qui est mon fonds aujourd'hui. Mais pour revenir à Apple, effectivement, ce coup de massue d'Apple qui du jour au lendemain vous vire de son territoire et donc de son réseau de distribution, on se dit ok, en fait, on peut rien faire. On trouve pas ça fair play de leur part de le faire. D'ailleurs, ça fait maintenant 1 an et Apple a annoncé il y a quelques semaines qu'ils lançaient leur plateforme
plateforme de jeux vidéo, qui ressemble beaucoup à ce qu'on faisait il y a un an. C'est souvent ce qu'Apple fait, effectivement, et ils l'ont déjà montré à plusieurs reprises. Il y a une grosse guerre intéressante entre Spotify et Apple Music. Je ne sais pas si vous avez vu, Grégory, mais en ligne, Spotify a publié un gros article sur le site de Spotify.com, le vrai site Spotify, où ils expliquent que depuis 5 ans, ils sont dans une guerre sans merci avec Apple Music et l'Apple Store, qui les bloque parce que c'est deux concurrents qui ont effectivement les mêmes prix et le même produit. Et Apple Music veut complètement tuer Spotify depuis 5 ans, donc Spotify a beaucoup de problèmes à publier des applications. Leur publication sur l'application iWatch de Spotify a été refusée une dizaine de fois avant d'être acceptée, etc., etc. Donc Apple met des bâtons dans les roues aux concurrents, petits comme gros, et on était victime collatérale de cette stratégie. Voilà. Et donc je me suis dit, ok, une boîte qui contrôle, qui a tant de pouvoir, c'est effrayant, ça peut détruire des boîtes, des vies et des concepts. Comment on peut changer ça? Et la décentralisation était un des sujets clés qui pouvait un peu lutter contre les GAFA. Voilà. Et j'aimerais maintenant que vous nous racontiez votre découverte avec la blockchain. Alors j'imagine, comme la plupart des gens, que c'est venu avec Bitcoin. Ouais, alors au démarrage, pas du tout la blockchain, au démarrage 2013, on est en décembre, j'ai vendu ma boîte française quelques mois avant, donc j'ai un tout petit peu de liquidité, je connais rien à l'immobilier, donc je me dis je vais pas acheter un appartement ou des biens immobiliers parce que j'y connais rien et j'ai 25 ans ou 26 ans à l'époque, et je me dis, j'ai un ami à moi, c'est Reda à l'époque, entrepreneur français, qui me dit tu devrais regarder Bitcoin, c'est génial, etc. Donc je me renseigne un tout petit peu, à l'époque c'était assez compliqué d'en acheter, donc je crois que je mets plusieurs semaines à passer le cap pour en acheter. J'en prends quelques-uns et je les oublie un petit peu sur une clé, et c'est en 2015, donc 2 ans après, quand j'arrive à San Francisco, que je réentends le mot Bitcoin plusieurs fois dans la même semaine. Tous mes copains ingénieurs chez Facebook, chez Uber, chez Airbnb se mettent à en reparler le dimanche dans les barbecues, etc. Et là je commence à m'y intéresser un petit peu, et c'est vraiment début 2016 que je comprends vraiment la philosophie. Avant, j'ai un peu acheté ça par curiosité et opportunisme, et là en 2015-2016 je me dis ok, il y a vraiment un sous-jacent intéressant. Évidemment, il y a une plus-value qui a été faite sur mes bitcoins que j'ai achetés en 2013 jusqu'à 2016. Pas énorme, mais quand même conséquente. Et là, je me dis, qu'est-ce qui se passe derrière? Et je plonge vraiment dans ce qu'on appelle le rabbit hole, en anglais, donc le trou du lapin, un peu la référence à Alice au Pays des Merveilles. Et je me mets à lire et à comprendre un peu l'idéologie, la technologie et en quoi ça pourrait changer beaucoup de choses dans notre vie quotidienne. Et ça devient une passion première dans ma vie. Voilà. Alors, ce qui vous amène aujourd'hui, c'est surtout donc StartChain Capital. Alors, c'est une société de gestion qui investit dans des projets blockchain et crypto prometteurs. Alors, la société est créée en 2017 aux États-Unis et ouvre désormais une succursale en Europe. Alors pourquoi retraverser l'Atlantique? D'habitude, c'est plutôt dans l'autre sens, non? Complètement. Alors moi, je vis en Californie depuis maintenant quasiment 5 ans. Enfin, en 2015, ça va faire 4 ans et demi. Et donc, j'y suis basé et j'ai appris un million de choses là-bas. J'ai commencé à investir plus activement, d'abord dans les startups classiques depuis quelques années, et maintenant, depuis 2-3 ans, dans les cryptos activement. On a levé un petit fonds qui est StartChain Capital, qui est un fonds américain basé au Delaware avec les réglementations américaines. Donc, on a levé un petit fonds d'un peu plus de 10 millions il y a 1 an et demi. On a déployé le capital sur 11 sociétés, 2 françaises et 9 américaines. On en parlera un petit peu après. Société ou protocole, hein, mais en tout cas projet. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait une appétence depuis quelques mois du marché européen et des investisseurs traditionnels européens, que ce soit des family office, des corporates, des fonds de fonds, pour rentrer dans ce marché. Et en étant un fonds américain, on n'était pas régulé pour collecter de l'argent et recevoir de l'argent d'institutions françaises ou européennes. Et donc le seul moyen de pouvoir grossir pour nous et lever plus d'argent pour avoir plus de moyens et financer plus de boîtes, c'est de revenir un tout petit peu en Europe, d'ouvrir un bureau, d'être compliant, donc régulé par l'Europe, c'est ce qu'on a fait récemment, et donc enfin de pouvoir grossir, toujours en investissant majoritairement aux États-Unis, mais avec de l'argent plutôt européen maintenant. Et à l'occasion du Paris Blockchain Week Summit, j'imagine que vous avez eu l'occasion d'entendre un petit peu partout la petite musique France égale Blockchain Nation. Pourtant, vous installez votre antenne européenne en Irlande. Vous êtes un peu bouché ou quoi? Alors non, il y a des raisons assez simples. La France est un pays qui économiquement et juridiquement est en train de se développer extrêmement fort sur la blockchain. On voit différents ministres qui font un très bon boulot. Pour la partie juridique et réglementation, si on crée un fonds en France, déjà, il y a des coûts qui sont imputables et inévitables, mais ensuite, il faut créer des fonds dans plusieurs pays européens. Et le seul pays européen qui a un véhicule compliant, donc régulé et approuvé dans toute l'Europe, c'est l'Irlande. C'est un véhicule qui s'appelle l'ICAV, qui a 4 ans, c'est une nouvelle forme juridique irlandaise qui est arrivée après le Brexit pour rendre l'Irlande plus attractive pour les investisseurs, etc. etc. C'est pas du tout une question de taxe, c'est une question de coût. Créer un fonds dans une dizaine de pays avec la réglementation locale de chaque pays était beaucoup plus cher pour nous en tant qu'entrepreneur, parce qu'on est entrepreneur
entrepreneurs, on crée cette structure avec nos propres sous, que de la créer en Irlande, qui est un véhicule, lui, beaucoup plus global, avec un passeport européen directement, qui nous permet de collecter dans toute l'Europe. Donc pour des raisons juridiques, simplicité, coût, efficacité, c'est vrai que l'Irlande était quand même un peu plus attractive que la France uniquement sur ce sujet. Voilà. D'accord. Mais mettre son siège en Irlande, ça fait un peu penser à la stratégie d'optimisation fiscale de Google et Apple. C'est pas très Web 3.0, ça, non ? Disons qu'en tant qu'entrepreneur, on cherche toujours à réduire les coûts. Créer un fonds aux États-Unis, dans le Delaware, ça a coûté un peu d'argent. C'est un peu plus cher en Europe, mais clairement, on n'avait pas les moyens de créer un fonds en France. La régulation AMF aujourd'hui, et l'AMF fait un super boulot sur le sujet, mais pour avoir l'agrément AMF, il faut plusieurs... cacher plusieurs cases, un certain nombre d'employés sur le territoire français, un nombre de financements, etc., etc. Et on n'avait pas toutes les cases pour le faire tout de suite. Et surtout, le temps de l'agrément AMF peut prendre 6 mois à 1 an. Et on avait besoin de pouvoir déployer, opérer tout de suite. Donc, on a basé la structure en Irlande. On n'est pas les seuls sur la partie gestion et financement. Il y a pas mal de fonds qui sont en Irlande. C'est une structure qui est assez commune. Le Luxembourg est aussi connu, même si ça a des réputations un peu particulières. Ce qui est sûr, c'est que nous, nos investisseurs français, quand ils rentrent chez nous en Irlande, ils payent leurs impôts en France, évidemment, et ils payent l'impôt français. Donc, pour le coup, c'est pas du tout une question de taxation ou d'impôt, c'est plus une question de rapidité d'exécution pour nous et de déploiement sur l'Europe. Et parlons maintenant un petit peu des sociétés dans lesquelles vous avez déjà investi. Alors, on cite pêle-mêle Coinbase, Augur, Maker, Polkadot, CastleNode, Kaiko. Vraiment du très beau monde et on peut dire que vous avez eu du flair. Hein. Alors, franchement, entre nous, on aimerait bien que vous nous expliquiez comment vous êtes entré dans Coinbase. C'est l'une des plus grandes plateformes d'achat de crypto au monde. Elle est valorisée actuellement à 8 milliards de dollars. Beaucoup de VC souhaiteraient bien être à votre place, hein, je pense. Ouais, c'est gentil. Alors, je ne suis pas tout seul, on a une équipe. Hein. Il y a Andrea, Fabien et le reste de l'équipe. Donc, il y a une sélection qui se fait par un comité en interne. Pour Coinbase, c'est très franchement du copinage. Brian et Fred, les fondateurs, sont pas des copains proches, mais des collaborateurs, des gens que je connais. Donc Brian Armstrong. Exactement, ouais. Et Fred Arsham, qui sont les deux fondeurs de Coinbase. Fred a quitté Coinbase il y a maintenant 2 ans, mais il est toujours très proche de Coinbase. Il a gardé un bon nombre d'actions de la boîte. Et effectivement, il y a 1 an et demi, il y avait un tour de financement qui se passait. Et Brian, qui est le CEO de Coinbase, souhaitait créer un écosystème favorable avec plein de petits fonds ou de petits business angels qui allaient propager la bonne parole sur Coinbase, donc un peu des faits au-dessus du berceau. Et il a réuni une quinzaine de petits fonds comme nous, de Star Chain Capital, et quelques angels dans un SPV, donc c'est une structure, c'est un mini fonds dédié sur un deal. Et il a dit, les copains, je vous fais un prix super attractif, on a un gros discount, on a eu des preferred stock, donc c'est des shares préférentiels. En gros, c'est des shares de bonne qualité par rapport aux common stock et aux common shares. Et donc, on avait un deal qu'on ne pouvait pas tellement refuser. Et puis, pour nous, même si on est aux US, on est quand même français, les partenaires de Star Chain Capital, c'était une occasion un peu rêvée d'avoir le logo Coinbase sur nous. On est invité constamment aux réunions Coinbase tous les mois. On a un accès à de l'Intel, donc de la data super intéressante en étant chez Coinbase, parce que c'est la grosse plateforme, comme vous le disiez, qui vaut aujourd'hui à peu près 8 milliards, qui fait enfin du profit cette année, après 5 ans d'existence. Donc, pour nous, c'était un peu un no-brainer pour refaire un anglicisme. On s'est dit, ok, on y va, c'est évident. Donc maintenant, on est content d'y être. C'est effectivement la plus belle boîte du portefeuille en termes de visibilité, mais on pense qu'on va faire des returns plus importants sur les plus petites boîtes dans lesquelles on a investi beaucoup plus tôt. On fait plutôt du seed et de la série A, nous, avec des chèques entre 50 000 euros ou dollars jusqu'à 500 000 par deal. Donc c'est des petits chèques. On arrive entre les 6 premiers mois et les 18 premiers mois de création des boîtes. Coinbase, c'est un peu l'exception. On est arrivé, la boîte avait déjà 4 ans. Elle valait déjà 2,5 milliards. Voilà, c'était déjà une belle société. Mais c'était important aussi pour nous de financer le gros du secteur. Et dans notre stratégie d'investissement chez StarChain, on est très pelle et pioche de la ruée vers l'or. Donc on finance l'infrastructure, quelle qu'elle soit, technologique, consumer, média, data, etc. Et donc on s'est dit que c'était intéressant d'être dans Coinbase parce que c'est pour nous la grosse porte d'entrée à la mass adoption des cryptocurrencies, ou du moins de l'éducation des cryptocurrencies à l'échelle mondiale. Voilà. Et selon vous, Coinbase, ça va ressembler à quoi dans les années à venir ? Quelles sont les perspectives ? En termes de produits ou de sortie, d'acquisition, d'IPO? Un peu tout en fait. Un peu tout. À mon sens, et ça n'engage que moi, et je parle juste avec le flair et au doigt mouillé, je pense que Coinbase a 2 grosses options. Rentrer public sur le Nasdaq dans les 3 ans, à des valorisations qui vont être à 2-3 fois l'actuelle. Donc à mon sens, c'est pas stupide de penser que ça pourrait rentrer entre 18 et 24 milliards en bourse en 2021-2022.
ou alors le grand méchant loup va les acquérir, et c'est Goldman, j'imagine. Je vois bien Goldman faire une grosse acquisition de Coinbase dans les 2 ans, à mon sens. Voilà. Et il y avait des rumeurs qui parlaient de Facebook aussi, parce que les liens sont quand même assez forts entre les deux entreprises. Ouais, les liens étaient forts. David Marcus, qui était le patron de Messenger chez Facebook, c'est l'ancien patron de PayPal, David Marcus, un franco-américain qui est un peu star de la vallée, était effectivement le CEO et donc le patron de Messenger et le directeur du board de Coinbase. Quand Facebook, il y a maintenant 8 mois, s'est décidé de s'annoncer et de démarrer une aventure dans la cryptocurrency en créant le Facebook Coin, qui regroupe aujourd'hui entre 40 et 50 ingénieurs qui bossent très secrètement chez Facebook sur le sujet, David Marcus a été obligé de reculer de son poste de directeur du board de Coinbase et a quitté le board de Coinbase. On sait qu'ils sont très proches. Brian, le CEO de Coinbase, aime beaucoup David, qui est quelqu'un d'extraordinaire et très talentueux. Donc il y a aussi cette stratégie-là, mais je pense, moi, plus à des boîtes comme Goldman, qui ont des grosses ambitions sur le sujet, et qui, à mon sens, auraient un besoin logique de racheter une boîte comme Coinbase. Ils ont déjà racheté Circle il y a un petit moment. Ils ont pris une participation. Ouais, une grosse participation, qui a valorisé Circle à plus d'1 milliard. Je pense que c'est pas déconnant pour JP de faire plusieurs acquisitions dans le secteur, et Coinbase serait une belle acquisition, mais à ce que j'ai cru comprendre, l'IPO est plus sexy pour eux. En tout cas chez Coinbase, ils veulent aller en IPO, donc on verra où ça va. D'accord. Et dans les autres boîtes dans lesquelles vous avez investi, moi j'aime beaucoup Augur et Maker. Alors on voit que vous vous intéressez à des projets extrêmement disruptifs. Personnellement, je les utilise souvent en tant qu'exemple pour évoquer le concept de décentralisation. Est-ce que vous pouvez nous les décrire simplement ? Ouais, alors c'est jamais simple de les expliquer. C'est les 2 projets les plus, je vais faire un anglicisme, mais sci-fi, science-fiction à mon sens. Quand on investit dans Coinbase, c'est simple, il y a un modèle. Kaiko, c'est une boîte française qui fait de la data, qui est un peu le Bloomberg sur les cryptos. C'est une boîte SaaS, il y a un modèle. Sur Maker et Augur, c'est un peu plus technique. Augur, c'est une plateforme de prédiction décentralisée. En gros, avec Augur, il y a plusieurs usages possibles, mais l'idée, c'est de se dire qu'on pourra parier ou proposer des prédictions politiques, sportives, sur le temps qu'il pourra faire dans quelques mois, sur des événements climatiques, etc. Donc tout type de choses, et on pourra du coup backer dans un collatéral de cryptocurrency, donc se stacker de l'argent sur une prédiction, et les gens pourront parier contre vous, et si jamais vous avez raison, vous gagnerez de l'argent. Donc c'est globalement une plateforme de prédiction d'événements de la vie réelle. Extrêmement intéressant pour nous, c'est un sujet qui est rendu possible uniquement grâce à la blockchain et au cryptocurrency, parce qu'il y a un sujet important qui est ce qu'on appelle la negative incentive sur Internet. En gros, c'est le fait de dire que si je mets un post en ligne ou une news en ligne, je dois, moi, Cyril, comme j'ai confiance en ma prédiction ou en ma news, stacker de l'argent, donc déposer de l'argent sur un espèce de smart contract qui va être bloqué. Le problème des fake news aujourd'hui est un gros sujet. On pourrait imaginer que demain, tous les médias au monde doivent stacker un peu d'argent pour prouver que leur source est fiable et qu'ils en ont confiance. Si la news est avérée fausse, l'argent que j'ai stacké sur ce smart contract, donc bloqué quelque part, disparaît ou est consommé par autrui. Et donc cette notion de negative incentive, elle rend l'internet un peu plus sûr, un peu plus safe, dans le sens où si je dis une bêtise, je perds de l'argent. Et ça, c'est une vraie notion nouvelle qui n'est rendue possible que par les smart contracts et la blockchain. Donc voilà ce que c'est pour Augur. C'est une DApps, donc une Decentralized Apps. Donc c'est une des premières applications qui est construite avec un enjeu consumer, donc grand public B2C, mais qui est construite sur la blockchain. On pense que les DApps vont avoir beaucoup de succès dans les prochaines années ou les prochaines décennies. Aujourd'hui, c'est extrêmement tôt. Un exemple de DApps que tout le monde peut-être connaît, c'est CryptoKitties, qui était la première application décentralisée pour les consommateurs. On voit bien qu'il y a encore très peu d'usage sur les réseaux. Aujourd'hui, Augur, c'est quelques milliers, dizaines de milliers maximum d'users mensuels. Donc c'est tout petit comparé à Facebook qui a 2 milliards d'utilisateurs. Mais leurs usages sont de plus en plus intéressants, concrets, novateurs, et on pense que les boîtes qui vont ouvrir la porte à ce monde des cryptocurrencies et de la blockchain vont permettre de ramener plus de users et un flow de users important dans ces DApps, donc ces decentralized apps, dans le futur. Donc il y a plusieurs strates d'investissement ou niveaux d'investissement. On se concentre plutôt sur le bas niveau, mais c'est vrai que ces DApps qu'on a mentionnées juste avant sont intéressantes, et on a pris quelques petits risques et petits paris en investissant assez tôt dans Augur par exemple. Voilà. Et Maker, ça serait possible d'expliquer ? Celui-là, il est très dur à expliquer. Ouais, Maker, c'est un stable coin, donc un coin qui est stable, qui est, on va dire, pegged, donc backé par le dollar. En gros, l'idée, c'est que depuis quelques années, le gros problème des cryptocurrencies, c'est leur fluctuation de valorisation. Ça fait peur à tout le monde et ça se comprend complètement. Acheter un bitcoin à 5 000, le voir monter à 20 000, puis retomber à 4 000, c'est un peu insensé pour le commun des mortels, et ça, je le conçois complètement. Et donc, on s'est dit que pour que ces currencies ou ces monnaies soient acceptées
plus largement dans l'écosystème et dans le monde consommateur, il fallait qu'elle soit stable à un moment donné. Et donc les premiers stablecoins, donc les coins qui sont stables, ont commencé à émerger il y a quasiment 3 ans. Alors il y avait USDT qui était Tether. Les premiers stablecoins étaient backés par du vrai dollar. Donc l'idée était assez simple. Moi, je mets $1 million sur un compte bancaire, je crée 1 million de coins qui valent chacun $1. Et donc effectivement, mes coins valent le dollar parce qu'ils sont backés par un compte bancaire. Le problème de ça, c'est que c'était pas du tout stable, pas du tout décentralisé, et que si jamais la banque, le gouvernement ou quelque chose se passe sur le compte bancaire qui lui n'est pas sécurisé, pas décentralisé, mon coin perdait sa valeur. Donc Tether est arrivé à plusieurs centaines de millions de market cap, donc il y a plusieurs centaines de millions de dollars qui sont dans des comptes bancaires et qui backent ces coins qui s'appellent le Tether, mais c'était pas vraiment la solution long terme. Et donc quelques boîtes, donc il y a Maker notamment, mais il y a aussi Basis qui a arrêté son activité mais qui est un des premiers stablecoins algorithmiques. L'idée de ces coins, c'est de créer, via différents systèmes technologiques assez compliqués, des coins, donc des tokens ou des coins qui soient backés par le dollar de façon algorithmique. Basis était un exemple assez intéressant d'un coin qui était backé par une central bank, donc une banque algorithmique. L'idée, c'est de se dire que si jamais il y a une inflation, on détruit des coins pour que la valeur reste à $1, et s'il y a une déflation, on recrée des coins. Et en fait, ce mécanisme permettait aux coins de rester à 0,99 centimes ou $1, et donc d'être basé sur le dollar. Ça, c'était le modèle de Basis. Le modèle de Maker est un peu différent. C'est backé par un collatéral. Donc en gros, on va, et j'essaie de le faire très simple, stacker quelques Ethers ou quelques Bitcoins sur le réseau qui vont être un collatéral de garantie de cette stabilité du prix. Et ensuite, je pourrais utiliser mes Makers, donc qui sont le DAO, c'est la monnaie de Maker, au quotidien pour pas mal d'achats. Et ce sera toujours backé par mon collatéral et ça restera à $1. Tout ça est extrêmement technique et technologique derrière, donc c'est des dizaines d'ingénieurs qui bossent depuis des mois et des mois sur ce sujet, mais le mécanisme est fonctionnel. Basis, la première attente au sujet qui était créée par 3 garçons de Google assez brillants, s'est arrêté. Ils avaient levé plusieurs dizaines de millions de dollars avec A16Z. On avait fait la série A de Basis. On a récupéré notre argent parce qu'ils ont rendu l'argent aux investisseurs. Donc on a récupéré l'argent et le projet s'est avorté, alors qu'il avait tous les espoirs de la communauté. Et Maker est un peu le second souffle à ça. Derrière ce stablecoin, il y a une autre branche de Maker qui est intéressante. C'est la partie loan. Donc en mettant un collatéral, je vais pouvoir faire un prêt. Donc si je mets 1 000 € d'Ether, on va pouvoir me prêter de l'argent. C'est un peu comme Lending Club aujourd'hui aux US ou des boîtes de prêt ou même des banques qui pourraient prêter de l'argent. Sauf que là, si je rembourse pas mon prêt, mon collatéral va être consommé et donc je vais perdre mon collatéral. Donc je suis garanti par cette incentive encore une fois. Mais c'est vraiment la banque du futur, quoi. C'est complètement la banque du futur, 100% décentralisé. N'importe qui peut avoir accès à un prêt bancaire juste en stackant, donc en investissant un peu d'Ether, il peut leverager sa position et avoir accès à un prêt. Et c'est passionnant parce qu'il n'y aurait pas de discrimination des profils. Complètement. Mais c'est un peu l'idéologie globale de ce monde-là, comme tu le sais. Il y a aujourd'hui quasiment 49%, alors le chiffre évolue, mais on a beaucoup dit 49% de gens non bancarisés dans le monde. Bitcoin était un peu la promesse de se dire qu'avec un mobile dans le fin fond de l'Afrique, de l'Asie du Sud-Est ou de l'Amérique du Sud, on puisse avoir accès à du cash, ou du cash, virtuel cash du moins, et payer, avoir une vie économique, être acteur de la vie économique. Et Bitcoin était un peu le premier sujet dans cette thématique. Et votre but en tant qu'investisseur, bien sûr, c'est de revendre vos parts à un meilleur prix. Alors qu'est-ce qui vous fait croire que ces quelques projets qu'on a évoqués, qui sont à ce point expérimentaux, vont être achetés ? Les deux qu'on vient d'évoquer sont les plus expérimentaux, pour être très honnête. C'est plutôt des paris sur l'avenir qu'on a fait. Sur les 9 autres sociétés dans lesquelles on a investi, on est un peu plus terre à terre. C'est des projets qui sont un peu plus, avec des fondations un peu plus solides et des modèles économiques prouvés. On parlait de Kaiko tout à l'heure, c'est une boîte SaaS qui va vendre à des grandes entreprises un forfait mensuel pour avoir accès à de la data. Donc ça, c'est une ACRL, c'est même pas une boîte crypto. Elle n'utilise pas la blockchain, elle est juste là pour glaner des informations, de la data sur tous les échanges mondiaux, les trier, les cleaner et les vendre à des grosses institutions gouvernementales, bancaires, etc. Donc ces boîtes-là, elles ont des objectifs de sortie assez logiques. Bloomberg, demain, qui aimerait rentrer sur le marché, devra regarder soit à développer toute son équipe en interne et monter en compétences, mais ils n'auront pas la data qui existe depuis plusieurs années antérieures, et des boîtes comme Kaiko pourraient être effectivement intéressantes à racheter parce que ce serait le leader sur le sujet. Donc à chaque fois qu'on investit dans une boîte aujourd'hui, on se dit qui pourrait être l'acquéreur potentiel. Est-ce que ça va être une STO, une ICO ou du secondary market ou une acquisition via une boîte traditionnelle? Et quand on trouve qu'il y a une logique pour l'économie réelle ou l'IPO sur ces boîtes, on se dit qu'on a une plus-value à faire et donc on veut supporter l'équipe. Évidemment, il faut qu'on aime les fondateurs et l'équipe et qu'on trouve que le sujet soit passionnant, mais généralement c'est un mix de ces idées et de ces choses qui nous fait investir. Mais étant donné que par exemple pour Augur, les gens qui l'ont créé en fait n'ont plus le contrôle dessus parce que c'est totalement décentralisé, donc en fait vous vendez quoi ?
Alors, c'est une très bonne question. L'idée, c'est que le coin d'Augur, pas le stablecoin, mais le coin derrière, prenne de la valeur sur le long terme. Les protocoles, c'est toujours pareil. Qu'on prenne Augur, qu'on prenne Protocol Lab, qui fait Filecoin, qu'on prenne Orchid, donc là, on est aussi actionnaire. C'est des réseaux distribués, comme un réseau, et comme Facebook, par exemple, qui est un réseau non distribué. Quand je suis sur Facebook et que je suis tout seul, j'ai pas un grand intérêt à y être. Quand il y a 2 milliards de copains, ça a beaucoup plus de valeur et je peux créer beaucoup plus de valeur. Et j'en retire un bénéfice beaucoup plus grand. Sur Augur, sur Maker ou sur Orchid, c'est des réseaux qui vont, plus il y aura de monde sur le réseau, prendre de la valeur. Et donc plus le réseau a de la valeur, plus l'actif que j'ai moi en tant qu'investisseur a de la valeur. Donc après, je peux le vendre de différentes façons. Soit il va être sur un échange et je vais pouvoir le vendre, il va être liquide. Soit la boîte fera une STO, IPO, toutes sortes de reventes. Soit il y aura du secondary market. Et il y a d'autres investisseurs comme moi, comme StartChain, qui vont dire hey, hello Cyril, on veut racheter tes parts de cette boîte-là. Ça se fait beaucoup dans la crypto, mais aussi dans les VC traditionnels. Hein. Le marché secondaire dans le PI, donc le PI c'est le private equity, est assez énorme. Et aujourd'hui, il y a pas mal de fonds qui liquident leur position après 3, 4, 5 ans avant l'IPO des boîtes pour trouver une liquidité et qui font des x3, x4, x5 sur l'investissement avant l'IPO. Ils pourraient faire un x8 à l'IPO dans 10 ans, mais ils ont besoin de liquidité plus tôt, donc ils vendent leur boîte sur des places de marché ou à la main entre fonds. Donc ce marché secondaire était déjà très existant depuis 20 ans dans le private equity et il est de plus en plus présent dans la crypto. On a eu plusieurs emails de fonds américains et européens qui nous ont dit salut Cyril, tes parts dans Coinbase, on te les rachète à 4 fois le prix. Mais pourquoi ? Parce qu'on veut Coinbase sur notre logo, sur notre fonds, et on pense que la boîte va grossir et on veut racheter tes parts. Et donc il y a souvent des espèces de choses qui se font à la main ou un tout petit peu hors market, et c'est ce qu'on appelle le marché secondaire. Et en tant qu'observateur du marché, vous avez plusieurs fois déclaré que vous croyez à l'un des plus grands transferts de richesse de notre histoire. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là ? Ouais, alors c'est extrêmement simple. Le marché des cryptocurrencies ou crypto-assets ou digital assets, il y a plusieurs noms. C'est de plus en plus utilisé aux US, le digital asset, donc actifs digitaux. Mais les gens, dans le grand public, aiment bien encore le mot crypto qui les fait se rattacher à quelque chose qu'ils connaissent. Le marché faisait 15 milliards il y a 5 ans. Il fait 150 milliards aujourd'hui, donc on voit qu'il y a une croissance assez importante. À mon sens, et pour un sous-jacent extrêmement simple à comprendre que je vais expliquer juste après, je pense qu'on dépassera le trillion ou trilliard, ça dépend si on le dit en anglais ou en français, mais les 1000 milliards dans les 3 ans de façon assez logique, et que c'est un marché qui va décupler les prochaines années. Alors pourquoi ? Il y a un sous-jacent technologique, on parlait de Filecoin ou d'Orchid aujourd'hui. Ce sont des boîtes qui vont très vite concurrencer des boîtes comme Dropbox ou iCloud ou AWS d'Amazon. Et donc, si on prend un peu la masse totale, 150 milliards à gauche, c'est le marché crypto. 65 trilliards à droite, c'est le stock market aujourd'hui américain. Le stock market va de plus en plus être concurrencé. On parle de Facebook, Google, Dropbox, il va être embêté par des projets crypto. L'un et l'autre, donc le marché crypto représente 0,2% du stock market. C'était 0,02% il y a 5 ans. C'est à mon sens évident que ce marché va glaner de la puissance, que des boîtes comme Filecoin ou Orchid vont prendre des parts de marché tout doucement, et il va se passer du temps, à des boîtes comme Dropbox, Apple chez iCloud chez Apple ou AWS. Et donc le transfert de richesse logique de boîtes et protocoles décentralisés qui sont dans ces 0,2% vont capturer de la valeur, du chiffre d'affaires, des clients. Et donc à mon sens, je dis pas que le stock market va décliner, c'est pas du tout le cas, il va continuer à grossir, mais je pense que c'est pas complètement déconnant de penser que le crypto market va prendre 0,4 puis 0,8 puis peut-être 1% de la masse totale du marché boursier, et peut-être dans quelques années 2%, 3%. Et donc il y a un gros transfert de richesse entre ce qui est à droite et ce qui est à gauche, où ce qui est à droite va être un petit peu plus ancien, centralisé et plus cher, et ce qui est à gauche va être de plus en plus peu coûteux, décentralisé, extrêmement plus sécurisé, et surtout réseau pair à pair, donc qui va créer de la richesse pour les utilisateurs. Donc à mon sens, c'est assez logique que ce transfert se passe sur un horizon 5 à 10 ans. Merci beaucoup Cyril, merci d'être passé dans 21 millions. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Cyril Paglino pour sa participation à 21 millions. Merci également à Ezad qui a composé le générique. Vous pouvez retrouver leurs références dans la description et les précédents épisodes sur Apple et Google Podcast, SoundCloud, Spotify, Deezer et YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur ces plateformes, c'est ça qui contribuera à faire grandir 21 millions. Vous pouvez également me contacter sur Twitter, Gregory_Raymond, pour me suggérer le thème ou la personnalité que vous souhaiteriez entendre au prochain épisode. À bientôt!